va expliquer à nos invités, Maryse Gianassini, Julie Delalonde, comment ça fonctionne, ce match des invités. Je vais vous poser à toutes les deux quelques questions au départ, et puis ensuite vous allez chacune vous poser une question, et puis les sociétaires auront des questions également à vous poser. On va commencer avec Julie Delalonde. La première question que je voulais vous poser, vous êtes conseillère régionale, je le disais tout à l'heure, vous êtes également à la direction du CHU de Nîmes, mais ce soir on vous accueille dans un cadre plus politique en tant que conseillère régionale, et vous êtes aujourd'hui à la tête de 2 commissions. Alors vous êtes membre d'une commission à la région, si je ne me suis pas trompé, c'est la solidarité, l'égalité et l'inclusion, et puis vous êtes également présidente de la commission santé, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter ce soir, sur cette commission santé, pour savoir quelles sont les actions très concrètement que vous menez à la région pour le territoire du Gard. Ok, alors je vais essayer de le faire en synthèse parce qu'il y en a beaucoup et on est très très actifs sur la santé. Vite, on a beaucoup de questions. Voilà, encore une fois, ça n'est pas une compétence régalienne, c'est une compétence régalienne, la santé, donc la région intervient pour parfaire le système, pour on va dire, combler les trous dans la raquette. Alors, on a différents types d'actions. Je vais commencer par la principale, notre action phare, parce que si jamais j'ai pas assez de temps, je préfère ne pas l'oublier. C'est le groupement d'intérêt public Ma Santé Ma Région. En fait, on a ouvert. La deuxième question. Oui, j'allais voilà, vous en donc parler. J'anticipe. Alors, on a ouvert à ce jour 15 centres de santé sur le territoire occitan, 3 dans le Gard, à Saint-Hilaire-de-Bretmas, à Saint-Gilles, à Luçan. Bellegarde, c'est en cours d'instruction. C'est vrai, ils font partie du GIP, ça va venir. Donc on est plutôt actifs dans le Gard. Et donc ces centres de santé ont permis de recruter d'ores et déjà 60 professionnels de santé, 110 professionnels en tout. On a 20 000 patients dont le centre de santé est le médecin traitant. Et on a réalisé en 2023 plus de 100 000 consultations déjà. On va dire quand même, c'est une vraie innovation sur la région Occitanie, parce qu'en fait, vous avez décidé de mettre salariés ces médecins. C'est ça. En fait, on les salarie parce que c'est une offre qui manquait. Aujourd'hui, vous êtes essentiellement, quand vous travaillez en cabinet en ville, vous êtes essentiellement libéral. Et si vous voulez être salarié, vous allez à l'hôpital public. Là, on a proposé une formule hybride qui permet à des médecins généralistes de s'installer en cabinet en équipe pluridisciplinaire, en exercice coordonné, mais salariés, ça leur évite toute la paperasse. Voilà, il y a tout ce côté entrepreneuriat dont n'ont pas forcément envie les médecins, ni les jeunes, ni les plus âgés d'ailleurs. Et on les exonère de tout ça. Donc c'est un exercice sur ce dispositif, parce que vous le disiez, c'est effectivement un dispositif phare, en tout cas sur la question santé aujourd'hui que mène la région Occitanie. Quel est le bilan, si on devait faire un bilan un peu positif, négatif? Qu'est-ce qui reste à faire sur ma région, ma santé? Quelles sont les problématiques encore que rencontrent les médecins? Est-ce qu'il y en a? Et puis peut-être des points améliorés en tout cas. Et quels sont réellement, on l'a un peu entendu, les points positifs, c'est qu'il y a 20 000 patients aujourd'hui qui passent par ce dispositif. Alors les points à améliorer, je suis pas sûre qu'il y en ait parce qu'on amende le dispositif au fil de l'eau et tout ce qu'on a mis en place pour l'instant rencontre plutôt un vif succès. Je dirais plutôt qu'il faudra peut-être qu'on freine à un moment donné parce que justement on a trop de succès et que ça coûte un peu d'argent. Quand même un petit peu. Et puis encore une fois, c'est pas notre mission première, c'est plutôt celle de l'État. Il n'est pas question de se substituer trop à l'État. Non, en revanche, la difficulté, le point névralgique, c'est de trouver les médecins. Ça reste ça. Et c'est pas forcément le job de la région. Il faut aussi que les élus locaux, puisqu'ils sont partie prenante, ils sont partenaires du GIP, il faut que les élus locaux mettent la main à la pâte, qu'ils sachent vendre leur territoire, proposer tout un écosystème de vie, parce qu'il y a le levier professionnel et il y a le levier personnel. Il faut qu'on puisse proposer du boulot au conjoint, une crèche pour les enfants, un environnement sympa, des loisirs. C'est peut-être ça le point névralgique, c'est de trouver des médecins. Mais c'est le nerf de la guerre partout en France. La santé, c'est une des priorités des Français. Depuis le Covid, on a vu effectivement les difficultés en France sur le système de santé, l'hôpital que vous connaissez parfaitement bien. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est, selon vous, de par votre expérience, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le système de santé en France ? Alors déjà, il va falloir augmenter. Des difficultés aussi. Il faut l'améliorer en quantité, en qualité. En quantité, c'est un secret pour personne. On manque de ressources. Il faut quand même, il y a un petit rattrapage à opérer. La région Occitanie prend sa part, c'est nous qui gérons les formations sanitaires et sociales, et donc on augmente substantiellement le capacitaire de formation sur des formations infirmières, aides-soignantes, et je vous passe toutes les formations qui existent. Il faut faire la même chose avec les médecins. Et puis pour pallier cette pénurie, il faut travailler les organisations, c'est ce qu'on essaie de faire, l'exercice coordonné, la mutualisation.
c'est un levier. Ce que j'évoquais tout à l'heure avec les centres de santé, concentrer le temps médical sur du temps clinique et pas sur de la paperasserie, pas sur du temps administratif, c'est aussi un changement organisationnel qui va nous permettre d'optimiser les ressources. Les médecins libéraux le demandent aussi, Ah très oui, clairement. je sais bien. Alors, c'est la sacro-sainte simplification qu'on appelle tous de nos voeux depuis des années. J'espère que ça arrivera. Ça s'arrange pas. Mais bon. Et puis après, en qualité, j'ai déjà commencé à l'aborder. Les questions organisationnelles sont un levier. Il faudra peut-être plus d'équité aussi sur le territoire, y compris dans la participation aux soins et la permanence des soins en particulier, entre les différents opérateurs de santé. Contraindre, peut-être. Contraindre, je ne dirais pas ça, parce que la contrainte, ça ne marche pas bien, et puis c'est pas ce qu'on souhaite. Les établissements privés qui peut-être jouent pas suffisamment le jeu. Peut-être. Je ne veux pas généraliser, mais ça arrive, oui, alors que le public y est, lui, contraint, pour le coup. Il faut peut-être dispositifs plus incitatifs, encore une fois, tendre vers plus d'équité. Ça appelle beaucoup d'actions différentes, pas forcément la contrainte. Il y a une question qui s'est posée, notamment dans le cadre du Covid et la problématique qu'ont rencontré les hôpitaux, qu'ont rencontré les médecins, qu'ont rencontré y compris les maires des communes. C'est cet effet de centralisation à Paris de tous les enjeux autour du Covid. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, la possibilité de décentraliser les enjeux de santé au niveau régional pour permettre effectivement d'être au plus près aussi des besoins des habitants et pouvoir apporter une réponse peut-être plus rapide. Est-ce que là aussi vous avez bon espoir que dans les années à venir on puisse permettre d'arriver à cette décentralisation espérée? Oui, j'ai bon espoir qu'on y arrive. C'est déjà amorcé depuis la crise sanitaire. C'est ce qu'on appelle la souveraineté locale. Là aussi, la région Occitanie prend sa part. En créant ses propres dispositifs, mais on soutient aussi. En achetant des masques, puisque on l'a fait, à un moment vrai, donné, pendant le Covid, il n'y avait pas de masques. On a financé des unités mobiles de vaccination, on a pris pas mal d'initiatives et puis on essaie de les pérenniser. Les centres de santé s'inscrivent dans cette continuité-là. Je pense qu'on va remettre en œuvre les équipes mobiles de médecins aussi. Et puis on soutient l'investissement et l'innovation. On soutient notamment l'investissement en termes de production de médicaments sur le territoire. Ça peut se faire dans l'industrie pharmaceutique, ça peut se faire dans les hôpitaux. Et là, je reprends ma casquette de directrice d'hôpital. L'hôpital aussi est en capacité parfois de produire des médicaments. C'est le cas au CHU de Nîmes. Et d'ailleurs, pour votre parfaite information, au moment où, pendant la crise sanitaire, où on manquait des produits anesthésiants, les fameux Curare et le Propofol, dont la production était centralisée aux États-Unis quand même. Donc quand on parle de souveraineté locale, on en est loin. On a réussi à les produire localement et à fournir plusieurs autres établissements sur le territoire. Donc on a beaucoup de ressources. Maintenant qu'on a compris qu'il fallait développer cette souveraineté, on s'y met, on y travaille, on le construit. Et j'espère qu'on saura mieux affronter une prochaine crise parce qu'il y en aura d'autres. Je vais donner la parole aux sociétaires dans quelques instants. Maryse Gianassini a certainement préparé une question à vous poser, mais 2 questions de nos internautes qui suivent l'émission. La première, on vous pose la question de savoir comment on peut allier 2 métiers à la fois, c'est-à-dire conseillère régionale et numéro 2 ou numéro 3 de l'hôpital de Nîmes. C'est très incarné. D'abord, ça appartient à chacun. Je pense, pour parler de moi, que j'ai quand même une grande capacité de travail. D'ailleurs, je m'étonne moi-même. J'ai l'impression d'être élastique. Vous savez, je me dis toujours, tu vas pas y arriver. Et puis, on s'habitue à tout. On prend de nouveaux repères, on s'acculture. On y arrive. Et puis, il y a des arbitrages à faire. Il y a des arbitrages personnels à faire. Que je fais assez facilement. Et la deuxième question, alors à mon avis c'est plus en tant que à la direction de l'hôpital de Nîmes, même si encore une fois ce soir vous veniez dans l'émission en tant que conseillère régionale, mais c'est une question qui concerne l'hôpital de Bagnols, certainement un internaute qui est du côté de Bagnols-sur-Cèze et du Gard-Rhodanien et qui est très inquiet par la situation de l'hôpital de Bagnols, puisqu'on rappelle qu'il y a des urgences qui sont régulées à Bagnols-sur-Cèze. Comment le CHU de Nîmes peut, dans une démarche peut-être plus départementale, accompagner les difficultés des autres hôpitaux de Bagnols et pourquoi pas celui d'Alès? Alors, c'est une inquiétude qu'on partage tous et le CHU a un rôle éminemment important à jouer pour répondre concrètement sur la problématique des urgences, qu'elles soient de Bagnols ou d'Alès. On envisage, on est en train de construire ce qu'on appelle une équipe territoriale des urgences. Donc là aussi, on fait jouer les mutualisations, les synergies, l'harmonisation des pratiques,
Tous ces changements organisationnels que j'invoquais tout à l'heure quand il y a une pénurie de ressources, c'est notre seul levier. Et c'est un levier qui fonctionne. Donc on travaille à la construction d'une équipe territoriale des urgences à partir du CHU de Nîmes. Ça prend forme, ça marche plutôt bien, tout le monde est réceptif, je suis confiante et j'espère que la situation s'améliorera dans peu de temps. Nabil, votre question à Julie Delalonde. Oui, je voulais savoir quel était le budget consacré à la région pour la santé. Alors on a prévu sur le mandat 100 milliards d'euros. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Après, il faut... Millions, non ? Oui, sur le mandat. Ah, sur le mandat, pardon. Ouais. Voilà, mais après, ça n'a pas forcément de sens de vous donner un chiffre global. Notre plus gros budget, ce sont les formations sanitaires et sociales. Ça, c'est une compétence obligatoire. Par exemple, sur le Gard, c'est 13 millions de budget par an, c'est pas anodin. Après, on intervient beaucoup sur l'investissement. L'investissement, c'est un peu plus aléatoire. Pour donner un chiffre sur le Gard, le soutien à l'investissement à la construction de maisons de santé, de centres de santé, il y a eu 14 projets soutenus là, ces dernières années. On a investi pas loin de 2 millions d'euros. On investit, d'autres exemples, on a investi 30 millions d'euros de FEDER. Alors là, c'est sur la région, dont pas loin de 5,5 millions sur le Gard, de fonds européens pour consolider après la crise sanitaire les urgences justement et l'AREA. On a aussi contribué aux tablettes du SDIS, des pompiers. Enfin voilà, il y a beaucoup de chiffres. Et beaucoup d'actions qui sont menées. Ouais, voilà, je vous ai pas tout dit tout à l'heure. La deuxième question juste. Oui, rapidement. C'est le retour un peu des dispensaires. C'est un peu le retour des dispensaires. Quand on était jeune, nous on allait dans des dispensaires pour se faire vacciner. Je sais pas si. Les centres de santé, vous les comparez à des dispensaires ? C'est pas ça, pas du tout, pas du tout. Non, c'est un cabinet médical avec des médecins généralistes. C'est comme les maisons de santé. En fait, la seule différence avec une maison de santé, c'est qu'ils sont salariés, mais ça se voit pas. C'est pas écrit sur leur tête. Olivier, votre question à Julie Delalonde. Alors moi, je voulais savoir comment vous dire. Êtes-vous touché et comment gérez-vous la pénurie des médicaments ? On est touché. Alors, ça dépend des échelles. Je vous ai parlé de la crise sanitaire tout à l'heure. Oui. On a été touché à grande échelle par la pénurie de Propofol et de Curare. C'était une grande inquiétude et je vous expliquais comment on y avait remédié. Mais régulièrement, il y a des pénuries de médicaments dans le Gard aussi. Alors, il y a des dispositifs conventionnels d'entraide entre les établissements. Donc, quand il y en a tout le monde a des petits stocks. Donc, quand un établissement en manque, on peut en faire venir d'ailleurs. Ça, c'est assez courant, c'est le quotidien même. Et puis, on a aussi cette solution de produire nos propres médicaments, ce qu'on fait à Nîmes, puisqu'on a une unité de préparation des médicaments qui se développe avec des technologies de pointe, notamment une imprimante 3D pour fabriquer des gélules, y compris en forme de nounours pour les enfants. Enfin, bon. Voilà, il y a beaucoup de leviers à activer. On connaît, mais on trouve toujours des solutions. On est plutôt agile dans la secteur. Et plutôt optimiste. Ouais. Toujours, il faut, mais bien sûr, c'est comme ça qu'on avance. Maryse Gianassini, votre question à Julie Delalonde. Alors moi, c'est une question, en fait, effectivement, on manque de médecins généralistes, on essaye de faire de la télé santé, enfin, on essaye de faire énormément de choses. J'ai l'impression que sur le terrain, on ne distribue pas les cartes correctement. C'est-à-dire que si le médecin ne peut pas tout faire, effectivement, il faudrait que le pharmacien puisse faire. Il faudrait aussi que l'infirmière puisse faire. Il faudrait aussi... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Et je trouve que ça manque énormément. Ce savoir-faire qui pourrait circuler entre plusieurs métiers différents et en se complétant énormément. Tu as peut-être raison, il n'empêche qu'on s'améliore beaucoup. Donc merci pour cette question, Maryse. On s'améliore par les changements organisationnels. Encore une fois, le travail en équipe pluridisciplinaire et coordonné. On travaille sur les parcours patients. Donc tout le monde ne fait plus la même chose. Les missions des uns et des autres sont bien serrées et surtout elles s'articulent dans le cadre d'un parcours. En fait. Donc ça, on y réfléchit de plus en plus. C'est notre leitmotiv aujourd'hui dans le secteur de la santé, que ce soit à la ville ou à l'hôpital. Et entre les deux, on travaille de plus en plus avec la ville. Donc moi, je suis très optimiste pour la suite. Et puis il y a autre chose dans ta question, il y a les délégations de compétences. Ça aussi, ça s'améliore. On l'a vu, pendant la crise sanitaire, tu l'as dit, les pharmaciens pouvaient vacciner. Mais ça se développe. Les sages-femmes, on parle de l'IVG, elles peuvent maintenant pratiquer des IVG qu'on appelle instrumentales, les IVG chirurgicales. Il y a d'ailleurs une polémique en ce moment parce qu'elles ne peuvent pas le faire dans les mêmes conditions que les médecins. Mais tout ça évolue, tout ça se développe. C'est ça qui est bien. Oui, il faut vraiment être optimiste. Ça avance doucement, mais sûrement.
sûrement. Merci beaucoup Julie Delalande. J'ai une toute dernière question. Elle est purement politique, mais je suis obligé de vous la poser quand même. Vous êtes une personnalité nîmoise, un peu discrète encore aujourd'hui, même si on le voit, vous êtes très active, à la fois sur votre mandat en tant que conseillère régionale et puis à la direction de l'hôpital de Nîmes. Vous avez un œil sur l'avenir de votre ville de Nîmes. Est-ce que vous aimeriez jouer un rôle à Nîmes en 2026 ? Est-ce que vous vous posez la question ? Est-ce que vous y réfléchissez ? Oui, bien sûr. Est-ce que dans le cadre d'une équipe, vous pourriez, pourquoi pas, vous y investir ? J'aime ma ville, bien évidemment que j'y pense, mais je pense que je contribue, j'apporte ma pierre déjà avec ce que je fais aujourd'hui, que ce soit par mon exercice professionnel ou par mes fonctions de conseillère régionale. Je n'oublie jamais la ville de Nîmes et je contribue de cette manière-là avec mes compétences. Et si c'est pas que je suis discrète, c'est que je travaille trop et que j'ai pas le temps de communiquer. Et j'ai pas envie de faire de la politique spectaculaire. Mais vous êtes là ce soir et on est ravis de vous accueillir. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions. C'est à vous à présent de poser une question à Maryse Gianassini. On vous écoute, Julie Delalande. Alors Maryse, pour faire le lien un peu entre nos domaines de compétences respectifs, toi, comment tu verrais l'amélioration de la prise en charge sanitaire des mineurs non accompagnés, justement, dont on parlait tout à l'heure ? Parce que quand je disais qu'ils ont des besoins spécifiques, on le voit aussi à l'hôpital, ils ont beaucoup de problèmes de santé, que ce soit physiologique, ça vient d'abord de leur parcours, de leur pays d'origine, où il y a peu de prévention, des maladies éradiquées dans les sociétés occidentales, parasitaires, des choses comme ça. Et puis aussi des soins psychiatriques, là aussi liés notamment à leur parcours, leur isolement, leur état de fragilité. Donc je sais que c'est un sujet qui doit vous préoccuper. Qu'est-ce que tu verrais toi comme levier à activer pour améliorer la santé de ces jeunes ? C'est compliqué, je pense que pour l'améliorer, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, cette politique migratoire qu'il faut absolument faire en amont. Après, une fois que c'est fait, on peut peut-être signer des accords comme on l'a déjà fait pour la violence faite aux enfants, et je trouve ça extraordinaire parce que les gens ne le savent pas forcément, parce qu'on parle toujours que des mineurs non accompagnés, mais il y a des tas de mineurs chez nous qui nous sont confiés, et notamment à l'hôpital, et nous avons donc vraiment une convention qui est signée et qui est super, qui intègre des médecins, etc. Et pourquoi pas faire la même chose demain avec des mineurs non accompagnés. Et il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes majeurs enceintes. Voilà. Aussi. Donc tu me renvoies l'appareil, je te remercie. Mais on peut travailler ensemble mais oui, sur ce sujet-là. Maryse Gianassini, dans quelques instants, nos sociétaires vont vous poser leurs questions, mais moi j'ai quelques questions à vous poser. La première, vous l'aimez bien Franck Proust ? Mais j'aime bien tout le monde, moi. Pourquoi vous me posez la question ? Le président de Nîmes Métropole, qui a financé le projet de piste cyclable entre Fons et Saint-Mamès. Oui, c'est ma mère. C'est ma mère, pardon. Oui. Première piste cyclable. C'est parce que c'est nos voisins, sur ma mère. Alors chaque fois, je me trompe. Et vous avez acté, il y a quelques semaines, une éventuelle demande de fonds de concours dans le cadre d'un projet de changement des éclairages publics. Oui, mais on en demande tout le temps, mon cher Abdel, des fonds de concours. À chaque dossier, c'est le 50% du reste à charge d'une commune et on aurait tort de s'en priver. Parce qu'il faut savoir compter aussi. On ne reçoit pas beaucoup d'argent, donc il faut savoir compter. Bon, cette piste cyclable, c'est une bonne idée. Elle va se faire parce que... Et en plus, elle est totalement financée par Nîmes Métropole. Tout à fait. Mais en fait, vous avez bien pour resituer, vous savez, ça met en lumière tout le monde. Ça met en lumière d'abord deux communes qui s'entendent bien et qui discutent et qui ont des projets communs. Et puis finalement, on se dit, tiens, finalement, pour la première piste cyclable, on peut le faire là-bas. En plus, 2 femmes. Un clin d'œil. Et voilà. T'as raison. Et tout le monde brille là-dedans. Voilà, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, ou d'apprécier ou pas apprécier. On est dans les affaires. C'était un jeu de mots. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Mais je vous taquine. Mais quel est votre regard, parce qu'on vous entend assez rarement sur la gestion de Nîmes Métropole, quel est votre regard aujourd'hui sur la présidence de Franck Proust, sur le travail qui est opéré, notamment en matière de développement économique et puis d'accompagnement des communes qui appartiennent à Nîmes Métropole? C'est une vaste question. Franck On a quelques minutes. Joue son rôle de président. Vous savez, Nîmes Métropole n'est pas simple pour des petites communes comme nous.
Je l'expliquais il n'y a pas très longtemps à quelqu'un d'autre. C'est lorsque on parlait tout à l'heure de politique, et j'aurais aimé qu'on puisse jouer là-dessus, sur certaines compétences, etc. Dès lors que vous avez une métropole, quelle qu'elle soit, ou une agglo, ou une communauté de communes, ce que vous voulez, et qu'il y a une grande ville à l'intérieur, je ne pense pas qu'on puisse gérer, mais ça n'a rien à voir, ni être contre Nîmes ou pour Nîmes. Vous voyez bien que quand Nîmes a un dossier, vous parliez des fonds de concours, par exemple. Quand Nîmes fait un dossier, il n'a pas la même valeur en euros que ce que peut faire Fons, par exemple. Donc, la discussion, elle est tronquée, mais... Elle est proportionnelle au bassin de vie, quand même. Mais... Oui, mais vous voyez bien que là, l'équité pour un territoire n'est pas aussi évidente à défendre que... Mais ça ne dépend pas de Franck Proust. Enfin, c'est la configuration du territoire. Est-ce que vous vous comme sentez ça. à l'aise dans cette métropole? Ah oui, pourquoi vous voulez pas que je sois à l'aise, bien sûr. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des échanges avec... Moi, j'ai des échanges avec tout le monde. Je passe pour quelqu'un de direct et que je dis les choses. Voilà. Beaucoup avec le sourire. Mais je peux envoyer, effectivement. Et je continuerai à le faire. On parle de votre vice-présidence au département du Gard et bien évidemment la question autour des droits des enfants. Quelles sont les actions que vous menez, que vous avez menées et les perspectives pour les prochains mois? Alors là aussi, dans le cadre des droits des enfants. Tout à l'heure, on parlait de politique. Vous savez, on a fait un schéma départemental des solidarités et pour la première fois, on a écouté effectivement ce qui se passe sur le terrain et on a associé les 6 vice-présidents qui font de la solidarité. Le logement, parce que ça en dépend. L'insertion, parce que c'est là. L'économie sociale et solidaire. Les enfants, bien évidemment la petite enfance. Vous rajoutez les personnes âgées, les personnes handicapées, la politique de la ville. Et là, vous avez un schéma départemental que nous avons voté l'an dernier et qui prend effet à partir de cette année. Les 50 places tout à l'heure que je vous disais pour l'Espélido en font partie. Nous avons ouvert des lieux de vie, nous allons encore en ouvrir. Voilà, et c'est tout ce qu'on fait pour les enfants. Nous avons 3500 enfants qui nous sont confiés. On ne m'en parle jamais. On ne parle toujours que des mineurs non accompagnés. Ils font partie. On peut en parler ce soir. Voilà, mais et c'est tout ça. C'est tous ces lieux de vie qu'on fait. On travaille beaucoup avec la police judiciaire, on travaille beaucoup avec la justice et on essaye d'améliorer tous ces circuits pour pas avoir des délais qui sont longs et relativement longs pour essayer de prendre soin de nos jeunes, tout particulièrement. Et ça peut toucher tous les milieux sociaux. Voilà. Il n'y a pas que la précarité. La précarité, d'ailleurs, est un mot que je n'aime pas. Voilà. Mais j'en parle aujourd'hui parce que la parole m'est donnée et que je peux le préciser. La précarité, c'est juste... Sur la protection de l'enfance, est-ce que par moment vous vous sentez démunis face aux situations? Oui, les services se sentent démunis. On manque de moyens, il y a 300 enfants qui aujourd'hui cherchent, on cherche des places pour 300 enfants. C'est pas rien. Donc on travaille énormément avec les maisons d'enfants, on travaille avec des lieux de vie, on travaille avec des psys, des assistantes sociales, etc. Et on essaie de trouver aussi peut-être des nouveaux modèles de l'expérimentation. Voilà, on s'est aperçu qu'effectivement, des lieux de vie, vous avez des gens qui effectivement vendent leur villa et on essaye d'accueillir 10-12 enfants. Et là, du coup, vous pouvez faire du bon boulot parce qu'il y a des communes, parce que ça aussi, les communes qui acceptent de les recevoir. Et du coup, ces enfants font partie de cette commune et arriveront à s'en sortir. Et vous verrez que dans 10 ans, 5 ans, on n'en parlera plus. Ils seront comme les autres. Il y a d'autres enfants aujourd'hui qui sont scolarisés dans les écoles des quartiers populaires de la ville de Nîmes. On pense bien évidemment à l'école Georges Bruguier au chemin bas d'Avignon et les enseignants, les parents d'élèves se posent la question de savoir pourquoi il n'y a pas de psychologue, pourquoi il n'y a pas des services aujourd'hui qui accompagnent ces enfants qui sont en proie à la violence des trafics de drogue dans ces quartiers. Parce que vous avez deux choses différentes. Vous avez les services du département, puis vous avez aussi l'éducation nationale qui a ses propres assistantes sociales, etc. et qui aujourd'hui sont en peine aussi. En fait, on est en peine de savoir-faire. Il n'y a pas une capacité de se mettre autour d'une table et d'essayer de réfléchir avec les services du département, de la préfecture, etc. pour essayer d'accompagner ces enfants dans ces quartiers. On est en train d'organiser tout ça, mais c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les services du département ont énormément de travail et que c'est pas simple. Je veux dire, on va pas se le cacher.
quand on fait pendant 15 ans, enfin, tu peux peut-être en Oui. parler, mais c'est pas simple. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on trouve... Là, j'étais mardi avec toutes les maisons d'enfants du Gard et de bien leur expliquer qu'il y a des choses qui allaient changer entre les différents, alors SAPMN, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, que voilà, la justice fait. Il faut qu'on s'entende avec la justice de la façon dont ils travaillent pour que nous, derrière, on puisse être efficace. Voilà, on n'est pas tout seul. Mais ce qu'on Mais on comprend à la discute, fois, hein. ça discute, mais on comprend quand même à la fois aussi peut-être l'impatience aussi Oui. des parents qui ont le sentiment par moment que ça se renvoie la balle, ou en tout cas, le département n'étant pas concerné par le sujet, bien évidemment, de l'école Georges Bruguier, quoique, mais en tout cas, dans le cadre de vos fonctions, c'est pas là-dessus que je voulais vous interroger. Mais la réalité, c'est quand même qu'il y a une impatience et qu'on a l'impression effectivement que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je les comprends. Et c'est pas facile de mettre tout le monde autour de la table et d'arriver à des consensus. Mais on y arrivera, parce qu'à force de dialogue, et puis il faut changer certaines habitudes, certains a priori, certaines façons de travailler aussi, parce que la société change, il faut que nous aussi, on se remette en question. Je vous le disais tout à l'heure, on a ce schéma départemental où nous, on a changé, mais il faut après que les services suivent et puis qu'on puisse travailler avec l'État. Mais Et ce que qu'on tout le monde fait, s'adapte. ça se voit pas, mais on le fait. Vous voulez rajouter quelque chose, Oui, Julie oui, oui. Delanoë? Alors, je ne suis pas conseillère départementale. Je suis conseillère régionale, mais je sais un peu ce que le département fait. Il y a quand même des actions qui sont menées, même si ça ne relève pas de sa compétence dans ces quartiers-là. Dans le cadre de la politique de la ville, je crois savoir qu'il y a des associations de psychologues qui sont financées pour l'accompagnement des enfants dans les quartiers par le département. Je sais aussi, puisque la région y contribue, qu'il y a un cofinancement sur des éducateurs, vous savez, ces fameux éducateurs de rue, Oui. dont on a redémarré l'activité là récemment après les événements de l'été dernier. Donc il y a quand même des initiatives qui ne nous incombent pas forcément, mais qui sont menées par nos collectivités respectives, il faut le dire aussi. On pourrait parler aussi des CMS, qu'on essaye d'avoir une amplitude horaire beaucoup plus large, et voilà, tout ça est en train Mais l'idée, petit à vous l'avez petit. compris, je n'étais pas en train de remettre en cause le conseil départemental du Gard, et on a loué ici et régulièrement aussi sur Objectif Gard le travail que fait Amel Couvreur, Voilà. notamment dans le cadre de la politique de la ville, bien Mais c'est évidemment. important parce que, vous voyez, ça nous donne l'occasion d'expliquer ce qu'on fait, même si ça se voit pas. Sachez que le travail de fond est fait et on va y arriver. J'ai une toute dernière question avant de donner la parole à nos sociétaires. Alors, c'est quelque chose de très concret parce que les Gardois cherchent des places pour leurs gamins dans les crèches. Aujourd'hui, ils cherchent en tout cas un mode de garde pour leurs enfants. Je sais qu'il y a une difficulté sur le territoire, en particulier dans le Gard rhodanien. Comment aujourd'hui le département du Gard accompagne aussi sur ces questions-là? Alors là, on travaille avec la CAF et on a un nouveau copil. On parle Il y a de un 400 nouvelles places de garde pour les enfants. Oui, alors le nombre, je ne le connais pas encore. Franchement, je vous dirais des bêtises. Mais sachez qu'on travaille avec la CAF et ça va être pour 2024 parce que la compétence, elle risque d'arriver dans les communes. Donc, on est en train de regarder ça. Et effectivement, on a constaté dans le Gard, là où il y a du vide, et on est en train de voir un petit peu. C'est en particulier dans le Gard rhodanien, apparemment. Et d'ailleurs, cette commission est menée par le préfet lui-même. Voilà. Donc, sachez Allez, qu'on y les travaille. questions des sociétaires. Nabil, votre question à Maryse Dianassini. Oui, ma question était la suivante, c'était concernant donc les reportages qui ont été diffusés sur les foyers et l'ASE, concernant donc surtout les jeunes filles qui étaient prises en charge par ces structures, qui pour la plupart se faisaient recruter par les réseaux de proxénétisme, Oui. malheureusement parce qu'ils utilisent justement la faiblesse de ces personnes-là. Et est-ce que le Gard est touché par ce fléau ? Oui, je vous mentirais si je vous disais non. Oui, on est touché par ce fléau, on y est très attentif, on a mis psy, éducateur, etc. Et on a quelques cas effectivement qu'on a ciblés. Et alors, c'est compliqué parce que vous avez quelquefois comment dirais-je, les fratries qui incitent à, et c'est encore plus compliqué. Donc voilà, mais sachez qu'on est touché. Pas énormément, mais D'accord. ça suffit à pouvoir tout de suite Bien sûr. s'emparer du problème. Du problème, Voilà. Mais on y est. Oui. Olivier, votre question à Maryse Dianassini. Trouvez-vous normal que des parents, que le couple travaille, ils n'ont pas de place dans les crèches pour leurs enfants, et que d'autres qui ne travaillent pas ont, eux, une place pour leurs enfants en crèche? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Que ce soit normal ou pas normal, je ne sais pas.
Je ne sais pas, c'est vrai qu'on devrait donner priorité comme ça. Ça paraît de bon sens de dire, le couple travaille, il faut. Mais... On est souvent embêté. Oui, mais c'est pas dans des proportions démesurées. Je pense pas. Démesuré. Non, Quand monsieur et madame a des patrons et qu'ils ont des soucis pour faire garder des enfants, et qu'ils voient quelqu'un d'autre qui habite à côté, qui va amener le petit à la crèche et rentrer se coucher derrière, excusez-moi, c'est... Si je peux me permettre, il En faut fait- aussi aussi laisser l'opportunité aux gens qui ne travaillent pas de chercher du travail. On ne peut pas se plaindre d'avoir un taux de chômage élevé et ne pas leur donner les moyens de rechercher. Après, j'ai confiance dans le système. Je pense qu'il y a des Oui. grilles de critères établies qui, normalement, doivent réguler ce genre de situation. Mais on manque de place, il faut qu'on crée, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas que sur le Garaud-Danienne d'ailleurs. Moi je pourrais vous dire en Est-Gardonnin qu'on en manque aussi. Mais que vous répondre? Oui, C'était une question. C'est peut-être des cas un peu Parce que- particuliers, c'est peut-être Parce pas que vous parlez quelque de chose crèche. de Une global. crèche, c'est public. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de MAM, de maisons d'assistantes maternelles, qui sont privées. D'accord? Et là où nous formons, bien évidemment, les assistantes maternelles, après, elles font ce qu'elles veulent, c'est privé, c'est chez elles. Et c'est là où, nous, notre rôle s'arrête. Alors, il y a des contrôles, etc., mais on ne va pas contrôler si... on ne va pas contrôler si les parents travaillent ou ne travaillent pas. Nous, on s'occupe que du personnel. D'accord. Merci à tous en tout cas. Merci Maryse Gianassini d'avoir répondu à toutes nos questions avec franchise, y compris sur Nîmes Métropole. Ben oui.